Attention, cette vidéo contient des propos de vulgarisation scientifique caractérisés par ce symbole. Tout le reste est relatif à l'interprétation d'un individu. Merci de votre compréhension. Bonjour Internet, c'est Esteban Green et bienvenue dans Capsule Technique, une émission qui parle de game design sur Internet. Lorsque l'on parle du jeu vidéo, tout le monde a son opinion sur le sujet. Comment le définir? Est-ce que c'est un art? Quels sont ses chefs-d'œuvre? Bref, tout le monde a son idée sur les sujets évoqués. Et c'est chouette, je trouve ça génial que le jeu vidéo soit devenu un tel sujet de discussion. Sauf que voilà, depuis que j'ai commencé sérieusement mon activité de vidéaste, j'ai discuté pas mal de ces sujets avec mes amis, des collègues de travail et d'autres pairs, et j'ai constaté beaucoup de récurrences lorsqu'il s'agit de parler du jeu vidéo. Celui-ci est un média, il a des liens avec le cinéma, bla 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 bla. Cependant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est à quel point on oublie que le jeu vidéo est un objet ludique, et que donc il est nécessaire de le recontextualiser par rapport aux autres objets ludiques, comme les jouets, les jeux de société ou encore les jeux de rôle. Mais ce n'est pas tout, le jeu est aussi un acte communicationnel, et donc il est nécessaire de le recontextualiser en tant que fait de communication entre des individus. Donc aujourd'hui Internet, il sera question de recontextualiser le jeu et le jeu vidéo dans son environnement ludique et communicationnel. 1938 est une année importante concernant la recherche sur le jeu. C'est en effet la sortie de l'essai Homo Ludens de Johann Huizinga. Les premières phrases du livre posent clairement que le fait de jouer est un acte de communication entre des individus. Même mieux, Huizinga énonce que le jeu est observable chez les animaux. Ceux-ci ne possédant pas de culture, le fait de jouer est donc antérieur au développement d'une culture chez l'homme et chez toute autre espèce animale. Mais pour faire simple, Huizinga définit le jeu comme un cercle au sein duquel les participants se mettent d'accord pour respecter les règles qui ont été établies. Ni plus, ni moins. Il n'y a donc aucune causalité obligatoire entre ce qui est relatif au ludique de ce qui est relatif au fun et de l'amusement, et ce, dès les premières définitions du jeu qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Donc il faut retenir ça. Il faut visualiser le jeu comme un cercle, partiellement ou complètement déconnecté de la réalité et où les individus, à l'intérieur, fixent des règles et se mettent d'accord pour les respecter. Ce dernier point est important car c'est ce qui permet le jeu. Sans règles, il n'y a pas de jeu. Souvenez-vous dans votre enfance, ceux qui ne respectent pas les règles des jeux sont des tricheurs. Huizinga est très clair dessus et explique que c'est l'attitude ludique qui permet le respect de ces règles. Donc en gros, je suis humain, j'ai donc une attitude ludique qui me permet de respecter les règles établies dans une zone précise qui est le jeu. C'est donc l'attitude ludique de l'homme, sa volonté à respecter les règles, qui permet le jeu. C'est pourquoi Huizinga définit d'ailleurs l'homme comme un homo ludens plutôt qu'un homo sapiens sapiens. Au niveau communicationnel, il faut retenir une chose. Tous les actes à l'intérieur du jeu sont associés au message. Ceci est un jeu, ou dans sa version plus complète, ce que je fais en ce moment fait partie du jeu, et normalement je ne le ferai pas dans une autre situation qui n'est pas le jeu. Si on revient sur le jeu vidéo, on peut les distinguer en deux catégories. D'un côté, il y a les jeux qui vous disent « je suis un jeu ». Ce sont les jeux que nous allons définir comme normaux, standards, même si en soi cela n'a pas vraiment de sens de dire qu'un jeu est normal. Ce sont les Mario, les Tomb Raider, les FIFA, les Call of Duty, les Crash Bandicoot, etc. Bref, tous les jeux qui ne questionnent pas vraiment l'idée que l'on se fait du jeu. Puis vient la seconde catégorie de jeux qui demande aux joueurs « est-ce que je suis un jeu ?» et qui pose clairement la question de leur statut aux individus qui y participent. C'est le cas par exemple de Papers, Please. Ah, Papers, Please. Voilà un jeu extraordinaire. Certains s'amusent, d'autres ne comprennent absolument pas pourquoi. C'est un jeu qui fait débat sur ce que doit être un jeu vidéo. Pour rappel, dans Papers, Please, on doit appliquer une politique d'émigration d'un pays. Et on choisit ou pas dans le jeu d'appliquer des règles issues d'un racisme systémique, procéduriel, étatique et administratif. Et certains s'amusent à faire ça. Je me suis amusé à faire ça. Mais cela pose quand même pas mal de questions. Le jeu m'a fait réfléchir sur mon comportement. Et il m'a posé la question « Hey toi, Esteban, qu'aurais-tu fait si tu avais vécu dans une dictature politique ?» Gonzalo Frasca, un game designer et penseur, parle du jeu vidéo comme un objet politique. Et ça, ce n'est pas rien. Papers, Please est autant un jeu vidéo qu'un support d'un message politique fort. Mais bon, là, je divague un peu. Ouais. Bref, donc oui, bien entendu, il faut contextualiser le jeu vidéo par rapport aux autres médias, mais il faut aussi le réencastrer dans la famille des objets ludiques. C'est d'ailleurs pour cela que l'appellation du 10e art uniquement réservée aux jeux vidéo me pose problème. Pourquoi ne pas parler du 10e art en faisant référence simplement aux jeux, et donc en incluant les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle, etc. Pour revenir à ce que je disais tantôt, lorsque l'on ne parle que du jeu vidéo comme média, on fait abstraction de tout ce qui est relatif à la communication.
En effet, lorsque l'on joue, d'un côté nous avons le jeu, le game, c'est-à-dire l'objet matériel ou immatériel, et de l'autre nous avons le play, qui est le fait de jouer, l'acte, l'action. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas restreindre le jeu uniquement à quelque chose qui est relatif à l'amusement. Bien sûr que la plupart des jeux ont pour objectif d'amuser, mais c'est tout de même trop restrictif pour englober tous les jeux et jeux vidéo. Il y a une très belle expression qui énonce que jouer, c'est rêver de manière éveillée. C'est un peu cette zone intermédiaire d'expérience de Winnicott. Le joueur est à la fois à l'intérieur du jeu, mais aussi en même temps à l'extérieur. Il est ancré dans la réalité, mais en même temps il est en dehors de cette réalité. Et dans cette zone, les joueurs s'obligent à respecter des règles. Pensez à ces enfants qui jouent au jeu du sol et de la lave. Ils ne font que respecter une règle de gameplay. Si tu touches le sol, tu meurs. Maintenant, dès que l'un d'eux veut sortir du jeu, il va tout simplement dire « Hey, pousse !» et la zone de jeu disparaît. Ainsi, il faut vraiment comprendre que le jeu, le ludique, se retrouve dans toutes les sphères de la vie. Et cela, on peut le constater notamment par le langage et les expressions que l'on utilise. Par exemple, le théâtre fait énormément référence au champ lexical du jeu. Il y a le jeu de scène, le jeu des acteurs. En économie, on aime bien parler du jeu d'écriture en faisant référence aux activités bancaires. Même la politique use des mots en faisant référence au jeu. On parle de jeu démocratique, on parle de jeu d'acteurs, du jeu du pouvoir, de jeu d'alliance. Et cela se retrouve aussi dans la langue anglaise. Play est une pièce de théâtre. Le titre de fantasy A Game of Thrones est une métaphore des manigances des personnages pour récupérer le pouvoir. House of Cards, dans un sens, fait lui aussi référence au jeu. Toutes ces sphères que j'ai évoquées montrent à quel point il peut y avoir des enjeux. Oui, des enjeux, des choses qui comptent et dans toutes les sphères de la vie. Et pour ces enjeux, on fait référence à un vocabulaire issu du ludique. Tout cela montre à quel point le jeu a de multiples facettes. Et pourtant, on observe un point commun central à tout ce que j'ai cité, la présence de règles. C'est fondamentalement la mise en place de règles qui permet de créer le jeu. Et c'est l'attitude ludique de l'homme qui permet le maintien de ces règles. D'ailleurs, on dit bien de quelqu'un qui ne respecte pas les règles qu'il ne joue pas le jeu. Il y a donc bien un accord sur ces règles. Et c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Tout ajout à cela viendrait contraindre ce que doit être le jeu à une certaine représentation. C'est pourquoi il faut s'arrêter ici. Dire qu'un jeu doit être fun, c'est contraindre l'idée du jeu à une représentation. Et cela ne résiste pas à la méthode scientifique. Vous avez même des choses qui sont totalement contre-intuitives dans la philosophie du jeu. Vous avez par exemple Cola Duflo qui énonce que c'est la mise en place de règles qui permet la liberté des individus, alors que de l'autre côté, nous pensons que c'est la loi qui restreint la liberté des gens. C'est quelque chose qui semble totalement contraire à ce que l'on peut normalement penser. Mais dans les jeux, et encore plus dans les jeux vidéo, ce sont par exemple les règles établies par le game designer qui permettent le gameplay casual de devenir un gameplay émergent comme dans les speedruns. Ainsi donc, il faut bien comprendre que le ludique n'est pas le fun ou l'amusement. Pareil pour les jeux vidéo. J'ai évoqué Papers, Please tout à l'heure qui, bien que ludique, n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord sur son côté fun et amusant. Les gens ont tellement de difficultés à s'entendre sur les notions elles-mêmes que cela montre à quel point ce n'est pas avec ces notions qu'il faut définir le jeu et le jeu vidéo dans leur essence. Mais en tant que forme d'art, le jeu et le jeu vidéo permettent de transmettre des émotions par le gameplay et les règles de game design que le joueur va choisir de respecter ou parfois desquelles il va s'émanciper. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais donc analyser principalement le game design et le gameplay et comment ceux-ci transmettent des émotions aux joueurs, parfois en expliquant des concepts et parfois en faisant des études de cas. Parce que finalement, qu'est-ce que le jeu vidéo sinon une formidable illusion? C'est pourquoi Huizinga définit d'ailleurs l'homme comme un homo ludens plutôt qu'un homo sapiens sapiens. Au niveau communicationnel, il faut retenir une chose. Tous les actes à l'intérieur du jeu sont associés au message. Ceci est un jeu, ou dans sa version plus complète, ce que je fais en ce moment fait partie du jeu, et normalement je ne le ferai pas dans une autre situation qui n'est pas le jeu. Si on revient sur le jeu vidéo, eh bien on peut les distinguer en deux catégories. D'un côté, il y a les jeux qui vous disent « je suis un jeu ». Ce sont les jeux que nous allons définir comme normaux, standards. Même si en soi, cela n'a pas vraiment de sens de dire qu'un jeu est normal. Ce sont les Mario, les Tomb Raider, les FIFA, les Call of Duty, les Crash Bandicoot, etc. Bref, tous les jeux qui ne questionnent pas vraiment l'idée que l'on se fait du jeu. Puis vient la seconde catégorie de jeux qui demande aux joueurs « est-ce que je suis un jeu ?» et qui pose clairement la question de leur statut aux individus qui y participent. C'est le cas par exemple de Papers, Please. Ah, Papers, Please. Voilà un jeu extraordinaire.
Certains s'amusent, d'autres ne comprennent absolument pas pourquoi. C'est un jeu qui fait débat sur ce que doit être un jeu vidéo. Pour rappel, dans Papers, Please, on doit appliquer une politique d'émigration d'un pays. Et on choisit ou pas dans le jeu d'appliquer des règles issues d'un racisme systémique, procéduriel, étatique et administratif. Et certains s'amusent à faire ça. Je me suis amusé à faire ça. Mais cela pose quand même pas mal de questions. Le jeu m'a fait réfléchir sur mon comportement. Et il m'a posé la question « Hey toi, Esteban, qu'aurais-tu fait si tu avais vécu dans une dictature politique ?» Gonzalo Frasca, un game designer et penseur, parle du jeu vidéo comme un objet politique. Et ça, ce n'est pas rien. Papers, Please est autant un jeu vidéo qu'un support d'un message politique fort. Mais bon, là, je divague un peu. Ouais. Bref, donc oui, bien entendu, il faut contextualiser le jeu vidéo par rapport aux autres médias, mais il faut aussi le réencastrer dans la famille des objets ludiques. C'est d'ailleurs pour cela que l'appellation du 10e art uniquement réservé aux jeux vidéo me pose problème. Pourquoi ne pas parler du 10e art en faisant référence simplement aux jeux, et donc en incluant les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle, etc. Pour revenir à ce que je disais tantôt, lorsque l'on ne parle que du jeu vidéo comme média, on fait abstraction de tout ce qui est relatif à la communication. En effet, lorsque l'on joue, d'un côté nous avons le jeu, le game, c'est-à-dire l'objet matériel ou immatériel, et de l'autre nous avons le play, qui est le fait de jouer, l'acte, l'action. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas restreindre le jeu uniquement à quelque chose qui est relatif à l'amusement. Bien sûr que la plupart des jeux ont pour objectif d'amuser, mais c'est tout de même trop restrictif pour englober tous les jeux et jeux vidéo. Il y a une très belle expression qui énonce que jouer, c'est rêver de manière éveillée. C'est un peu cette zone intermédiaire d'expérience de Winnicott. Le joueur est à la fois à l'intérieur du jeu, mais aussi en même temps à l'extérieur. Il est ancré dans la réalité, mais en même temps il est en dehors de cette réalité. Et dans cette zone, les joueurs s'obligent à respecter des règles. Pensez à ces enfants qui jouent au jeu du sol et de la lave. Ils ne font que respecter une règle de gameplay. Si tu touches le sol, tu meurs. Maintenant, si on revient sur le jeu vidéo, eh bien on peut les distinguer en deux catégories. D'un côté, il y a les jeux qui vous disent « je suis un jeu ». Ce sont les jeux que nous allons définir comme normaux, standards. Même si en soi, cela n'a pas vraiment de sens de dire qu'un jeu est normal. Ce sont les Mario, les Tomb Raider, les FIFA, les Call of Duty, les Crash Bandicoot, etc. Bref, tous les jeux qui ne questionnent pas vraiment l'idée que l'on se fait du jeu. Puis vient la seconde catégorie de jeux qui demande aux joueurs « est-ce que je suis un jeu ?» et qui pose clairement la question de leur statut aux individus qui y participent. C'est le cas par exemple de Papers, Please. Ah, Papers, Please. Voilà un jeu extraordinaire. Certains s'amusent, d'autres ne comprennent absolument pas pourquoi. C'est un jeu qui fait débat sur ce que doit être un jeu vidéo. Pour rappel, dans Papers, Please, on doit appliquer une politique d'émigration d'un pays. Et on choisit ou pas dans le jeu d'appliquer des règles issues d'un racisme systémique, procéduriel, étatique et administratif. Et certains s'amusent à faire ça. Je me suis amusé à faire ça. Mais cela pose quand même pas mal de questions. Le jeu m'a fait réfléchir sur mon comportement. Et il m'a posé la question « Hey toi, Esteban, qu'aurais-tu fait si tu avais vécu dans une dictature politique ?» Gonzalo Frasca, un game designer et penseur, parle du jeu vidéo comme un objet politique. Et ça, ce n'est pas rien. Papers, Please est autant un jeu vidéo qu'un support d'un message politique fort. Mais bon, là, je divague un peu. Ouais. Bref, donc oui, bien entendu, il faut contextualiser le jeu vidéo par rapport aux autres médias, mais il faut aussi le réencastrer dans la famille des objets ludiques. C'est d'ailleurs pour cela que l'appellation du 10e art uniquement réservé aux jeux vidéo me pose problème. Pourquoi ne pas parler du 10e art en faisant référence simplement aux jeux, et donc en incluant les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle, etc. Pour revenir à ce que je disais tantôt, lorsque l'on ne parle que du jeu vidéo comme média, on fait abstraction de tout ce qui est relatif à la communication. En effet, lorsque l'on joue, d'un côté nous avons le jeu, le game, c'est-à-dire l'objet matériel ou immatériel, et de l'autre nous avons le play, qui est le fait de jouer, l'acte, l'action. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas restreindre le jeu uniquement à quelque chose qui est relatif à l'amusement. Bien sûr que la plupart des jeux ont pour objectif d'amuser, mais c'est tout de même trop restrictif pour englober tous les jeux et jeux vidéo. Il y a une très belle expression qui énonce que jouer, c'est rêver de manière éveillée. C'est un peu cette zone intermédiaire d'expérience de Winnicott. Le joueur est à la fois à l'intérieur du jeu, mais aussi en même temps à l'extérieur. Il est ancré dans la réalité, mais en même temps il est en dehors de cette réalité. Et dans cette zone, les joueurs s'obligent à respecter des règles. Pensez à ces enfants qui jouent au jeu du sol et de la lave. Ils ne font que respecter une règle de gameplay. Si tu touches le sol, tu meurs. Maintenant, dès que l'un d'eux veut sortir du jeu, il va tout simplement dire « Hey, pousse !»
et la zone de jeu disparaît. Ainsi, il faut vraiment comprendre que le jeu, le ludique, se retrouve dans toutes les sphères de la vie. Et cela, on peut le constater notamment par le langage et les expressions que l'on utilise. Par exemple, le théâtre fait énormément référence au champ lexical du jeu. Il y a le jeu de scène, le jeu des acteurs. En économie, on aime bien parler du jeu d'écriture en faisant référence aux